famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Vie de famille. Vivre avec le handicap d'un membre de la famille, c'est pas toujours aisé. Beaucoup abandonnent en cours de chemin, mais d'autres le prennent avec courage et arrivent à offrir le bonheur autour d'eux. Et ce soir, nous allons parler de comment vivre avec le handicap d'un membre de famille. Sur le plateau de Vie de famille ce soir, nous recevons pour vous Madame Lili Mbouyi. Elle est responsable de l'ASBEL, Parlons Autisme en République démocratique du Congo. Elle est mariée et mère de famille. Elle est mère de 4 enfants. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bienvenue à ce numéro. Merci. Alors comme nous l'avons dit à nos téléspectateurs, nous parlons de comment vivre avec le handicap d'un membre de famille. Oui. Et là, vous êtes responsable de l'ASBEL, Parlons Autisme en RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'autisme? Alors déjà, l'autisme est un trouble du développement neurologique, autrement dit un trouble neurodéveloppemental, qui affecte donc les enfants. En général, les premiers signes se manifestent avant l'âge de 3 ans. L'autisme affecte la plupart du temps 3 domaines principaux dans la vie de ces enfants: les interactions sociales, la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, et ensuite les intérêts. On note en général des intérêts restreints et stéréotypés chez ces enfants. Ce sont les 3 caractéristiques principales qu'on retrouve chez les personnes avec autisme. En tant que responsable de cet ASBEL, on peut dire que vous aviez une source d'inspiration. Quelle a été la source d'inspiration pour vous pour créer cette association? Je n'ai pas eu comme telle une source d'inspiration. Disons que quand la situation s'est présentée à moi, j'ai cherché des solutions et n'en trouvant pas sur le territoire de la RDC, j'ai essayé, entre guillemets, de m'inspirer un petit peu de ce qui se faisait à l'extérieur de notre pays. Et donc je me suis rendu compte que les gens se réunissaient et se mettaient ensemble pour essayer de faire quelque chose, pour aider les parents et les enfants. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose en RDC. Quand vous dites que la situation s'est présentée à vous, ça veut dire que vous avez un membre de famille avec handicap? Oui, j'ai un enfant avec handicap. Waouh! Et comment est-ce que vous faites pour vivre avec? L'enfant a déjà quel âge? Mon fils a 8 ans. Et pendant 8 ans, vous avez porté cet enfant, vous l'aimez déjà? Je l'aimais avant de le voir. Ok, donc ça veut dire que vous avez déjà des projets sur l'enfant avant qu'il ne soit là. Quand vous vous êtes rendu compte que l'enfant avait le handicap, comment est-ce que vous vous êtes prise? Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand mon fils a eu entre 15 et 18 mois. Jusque-là, son développement semblait tout à fait normal, et entre 15 et 18 mois, il y a eu ce qu'on appelle une régression dans sa croissance, particulièrement il a arrêté de parler, il a arrêté de regarder dans les yeux, et donc à ce moment-là, la première chose que j'ai fait, c'est d'abord essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui pouvait faire régresser un enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'autisme. Avant lui, c'était votre premier enfant? Non, c'est le dernier de mes 4 enfants. Oh, donc ça veut dire que les 3 premiers Oui. Donc vous étiez déjà habitué avec... Oui, j'avais déjà certaines habitudes avec les 3 premiers. C'est ce qui m'a
probablement permis de voir que quelque chose n'allait pas dans l'évolution du 4e. Et à ce jour, 8 ans durant, comment est-ce que vous vous êtes prise avec cet enfant? Parce que nombreux sont ces parents qui, lorsqu'ils remarquent une régression dans la croissance de l'enfant, se lamentent, s'abattent et pensent que ça devient une fatalité. Pour vous, comment est-ce que vous avez pris la situation? La première chose pour moi, ça a été d'abord j'ai eu besoin de savoir. Oui. J'ai eu besoin de savoir ce qui se passait dans sa vie. Et bizarrement, je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde, le fait pour moi d'avoir un nom sur le handicap de mon fils a été plus un soulagement pour moi. J'avais beaucoup plus de crainte quand je ne savais pas ce qui se passait dans sa vie. Quand j'ai eu un nom là-dessus, j'ai été soulagée parce que je savais à ce moment-là ce que j'allais pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres craintes qui se sont rajoutées, c'est de se dire je suis en RDC, il n'y avait pas grand-chose pour la prise en charge des autistes et donc c'est de là aussi qu'est venue l'idée de mettre sur pied une structure pour informer les parents. Oui, déjà que l'autisme paraît nouveau, c'est peu connu. Et est-ce que lorsque, dans votre ASBEL, il y a des parents qui vous ont suivi ou simplement parce que, bon, ils se sont dit qu'eux aussi, ils avaient un enfant handicapé et bon, voilà, puisqu'il y a une personne qui se porte garant pour nous. Comment ça se passe? Eh bien, déjà, le but de la structure est d'informer. Oui. Mais en mettant sur pied cette structure, j'ai découvert, en fait, le fait justement de faire une sorte de publicité autour d'un événement ou de quelque chose vous permet de rencontrer finalement d'autres personnes aussi. Le fait de mettre sur pied cette structure m'a permis de savoir qu'il y avait d'autres structures qui existaient en RDC. Et justement, à travers la collaboration avec ces structures, on a pu mettre sur pied un petit peu plus de choses pour pouvoir informer les parents. Et le but, c'est surtout, l'autisme existe en RDC et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le seul problème, c'est que c'était considéré... les autistes étaient considérés comme des malades mentaux, et jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, étaient traités comme tels, alors que l'autisme n'est pas une maladie mentale. Si ce n'est pas une maladie mentale, c'est quoi alors? Le mot le plus simple, je dirais que l'autisme est une condition ou un trouble, mais je dirais plus, c'est une façon de fonctionner différente. Si je peux résumer les choses. C'est simple, mais c'est la seule façon que j'ai de pouvoir résumer les choses. C'est un fonctionnement différent. Un fonctionnement différent, ça veut dire que l'autiste ne perçoit pas les choses comme tout le monde. Exactement. L'autiste a, comment on peut dire? Moi, j'aime bien dire un fonctionnement atypique. C'est-à-dire que nous considérons que la façon dont nous fonctionnons, c'est le modèle type. Oui. Et les autistes, justement, moi j'utilise ce mot atypique, les autistes fonctionnent de façon atypique par rapport à ce que nous considérons comme une norme. Donc ils ont un problème de communication avec la société. Et comment vous faites pour communiquer avec votre fils? Ça s'apprend. La communication s'apprend. Moi j'aime bien dire, quand on va dans un pays dont on ne connaît ni la culture, ni la langue, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'apprendre la culture et d'apprendre la langue. Et les autistes fonctionnent de la même façon. On leur apprend à communiquer, on leur apprend... Mais la meilleure façon de pouvoir leur apprendre ça, c'est aussi de rentrer dans leur mode de fonctionnement. C'est de rentrer un petit peu, moi j'aime dire, dans leur tête. Ça nous permet d'arriver à communiquer beaucoup plus facilement avec eux. Ça, c'est à votre niveau et au niveau un peu plus large, au niveau de la famille. Oui.
comment est-ce que ça se passe? Parce que au niveau un peu plus restreint, on peut développer certaines méthodes pour communiquer, mais avec l'extérieur. Généralement, l'Afrique considère l'handicap comme... bon, on met dans le rang de la sorcellerie, du mauvais sort. Et puis bon, voilà, on n'approche même pas. Généralement, on rejette. Mais maintenant, vous, face à... Bon, je ne sais pas si le mot serait approprié. Je voulais dire dysfonctionnement. Oui, disons qu'on peut l'utiliser dans certains cadres, Oui. même s'il n'est pas tout à fait. Face à cela, si vous arrivez à comprendre votre fils, mais l'extérieur, quelle est l'attitude de l'extérieur par rapport à cela? Mais écoutez, déjà, le monde qu'il soit, notre fonctionnement en Afrique face au handicap n'est pas totalement différent du fonctionnement qu'on retrouve ailleurs. La plus grande différence est que nous relions très souvent le handicap à la sorcellerie, comme vous l'avez dit. Mais déjà, rien que par rapport à ça, dans le travail de sensibilisation que nous faisons, nous apprenons aux parents que le handicap n'a pas nécessairement des origines spirituelles ou occultes, si vous voulez. Il peut y avoir des soucis dans le fonctionnement de notre corps qui ne dépendent pas de choses qui nous dépassent. Encore une malformation congénitale pour d'autres handicaps. Ce qu'il y a, c'est que nous avons tendance, quand je rencontre des familles chez nous, nous avons tendance à chercher un coupable à ce qui nous arrive. C'est le plus gros problème que nous avons au départ est celui-là. En général, quand un enfant est malade, chez nous, on va chercher qui est l'oncle qu'on a offensé, ou est-ce qu'on n'a pas un problème, peut-être qu'on n'avait pas donné ce qu'il fallait à la tante qui était venue demander un petit quelque chose. Donc on a tendance à donner une autorité aux autres sur ce qui se passe dans nos vies privées. Et ça, c'est dans le travail de sensibilisation que nous faisons, nous essayons aussi de faire comprendre que nous avons de l'autorité sur nous, mais nous pouvons donner aux autres de l'autorité. Et cette autorité, parfois, nous leur donnons cette autorité alors qu'ils n'ont aucun pouvoir, en fait. Et même par rapport à ceux qui croient en Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc personne ne peut venir nous imposer, ou on ne doit pas croire que quelqu'un peut avoir le pouvoir de nous imposer une certaine condition dans notre vie ou dans la vie de nos enfants. Ok, parce que vous entrez déjà dans la Bible en lisant vos posts. J'ai lu un de vos posts qui dit, vous êtes en train au fait de poser la question aux parents s'ils arrivent à emmener leurs enfants dans leur lieu de culte. Est-ce que ce serait une honte d'emmener son enfant qui est soit autiste ou encore sourd-muet, aveugle ou un autre handicap? Est-ce que ça serait une honte? Il y a à la fois la honte, mais il y a à la fois dans notre culture chrétienne, puisque c'est celle qui est majoritaire en RDC, nous avons tendance à relier le handicap à un péché. Oui. Très souvent, on se dit s'il y a un handicap, s'il y a une situation que nous trouvons anormale dans notre vie, c'est qu'il y a un péché quelque part. Et donc, beaucoup de parents qui ont des enfants avec handicap ne peuvent pas emmener leurs enfants sur les différents lieux de culte parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Mais il n'y a pas que ça. Dans le cas de l'autisme, ça peut être très dérangeant parfois. Un autiste, comme je vous ai dit, a un comportement souvent atypique. Et donc, ça peut être, il peut très facilement déranger pendant une bonne partie des offices religieux. Et donc, beaucoup de parents préfèrent les tenir à l'écart pour ne pas avoir à déranger les autres. Mais moi, je considère que c'est... la maison de Dieu est censée être ouverte à tous.
Et donc j'espère que les gens comprendront que si la maison de Dieu est censée être ouverte à tous, eh ben, elle est censée être ouverte aussi aux personnes avec un handicap, quel qu'il soit. Et là encore, dans les églises, il y a des pasteurs qui soumettent des familles à des supplices, si on peut le dire. Parce que, bon, comme vous l'avez dit, les parents ont peut-être péché, ils condamnent et puis ils sont obligés de faire des sacrifices, de faire des offrandes, de faire pour la délivrance de l'handicap de l'enfant. Malheureusement, oui, il y a énormément de dérives quand il y a présence d'un handicap. Je ne viendrai pas parler de doctrine ou mais très souvent, les parents d'enfants avec handicap sont victimes de dérives parfois sectaires dans ce qui leur est proposé pour faire sortir leur enfant de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc on rencontre justement, on voit des cas où les parents sont obligés de faire des offrandes assez particulières, des séances de jeûne, de prière. Je pense que le chrétien a besoin de toutes ces choses dans sa vie, dans la vie spirituelle. On a besoin de faire ces choses. Mais je trouve que beaucoup de gens surfent un petit peu sur la faiblesse dans laquelle se retrouvent des parents qui ont un enfant handicapé ils en profitent un petit peu pour avoir quelque chose. Et je trouve ça considérablement honteux. Ok. Pour ceux qui nous prennent de court, Vie de famille reçoit pour vous ce soir Madame Lily Mbouyi, avec elle nous sommes en train de parler de comment vivre avec le handicap d'un membre de famille. Et nous poursuivons, nous revenons maintenant dans la famille, puisque nous sommes allés à l'église, c'est que font certaines églises, c'est qu'elles nous proposent dans les situations d'handicap. Et alors, Madame, en famille, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans le fonctionnement de la famille? Un membre qui est handicap face à d'autres, ses besoins face à d'autres, les parents entre eux, la vie de couple, l'équilibre, est-ce qu'il y a équilibre ou encore cet handicap vient vraiment déséquilibrer totalement la famille? Parce qu'on a rencontré des familles où le papa a carrément rejeté toute la faute à la maman qui porte seule le fardeau. Quels sont... La vie de famille avec un enfant qui a un handicap n'est pas toujours aisée. Maintenant, je fais la différence. Les difficultés dépendent aussi du type de handicap. Un enfant sourd, par exemple, le plus gros problème qu'il aura, c'est de trouver un moyen de communication alternatif. Et dès que ce moyen est adopté par toute la famille, les problèmes sont beaucoup moins difficiles. Pour parler de mon cas, quand on a un enfant autiste, les difficultés sont différentes. L'autisme regroupe, comme j'ai dit, une série de soucis, entre autres des interactions sociales qui sont assez atypiques. Ça veut dire que l'enfant n'interagit pas de la même façon que tout le monde. Rien qu'à cause de ça, il faut adapter son mode de fonctionnement pour que les interactions se fassent d'une façon assez paisible. Dans le cas des autistes aussi, on a assez souvent des problèmes d'hyper ou d'hyposensibilité au niveau des sens. Ce qui peut faire par exemple que certains autistes ne supportent pas le bruit. Alors, dans une maison où vous avez d'autres enfants par exemple qui ont une façon beaucoup plus expressive, beaucoup plus... qui s'expriment d'une façon beaucoup plus ouverte, ça peut être difficile pour eux de devoir baisser leur ton, par exemple. Mais vous avez aussi des enfants autistes avec une certaine hyposensibilité. Ça veut dire que vous pouvez avoir un enfant qui
qui tombe, qui se blesse, mais qui ne ressent pas la douleur. Ce qui peut poser des soucis. Un enfant qui se brûle et qui ne prévient pas qu'il s'est brûlé, par exemple, parce qu'il a une sensibilité en dessous de la moyenne, ça peut être assez difficile. Dans la vie de couple, ça peut aussi, vous avez parlé des pères, de certains pères. Je rencontre des familles où vous avez des papas qui sont des missionnaires, certains même qui ont quitté la maison en laissant la maman seule avec les enfants ou avec l'enfant qui a un handicap. Carrément, ils ont divorcé. Vous en avez, bon, la plupart du temps en Afrique, les papas s'en vont, hein, ne cherchent même pas à entamer des procédures particulières. Ils partent parce que nos coutumes font que s'il a juste doté la maman, pour lui, il peut prendre la porte sans avoir de compte à rendre. Et donc, c'est toutes ces difficultés-là, la vie de famille est vraiment chamboulée. Et c'est justement aux parents de trouver un équilibre pour que les frères et sœurs, s'il y en a, ne soient pas trop lésés par la situation. Et qu'il faut aussi trouver un équilibre pour le couple, hein, quand il y a un enfant avec un handicap. C'est tout ça sans rentrer dans... Il y a énormément de choses qui sont difficiles, hein, énormément. On n'a pas beaucoup de temps pour soi, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour... quand il y a une fratrie, on n'a pas beaucoup de temps pour la fratrie. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là et ça peut rendre les choses un petit peu difficiles. Et dans l'intimité du couple? Dans l'intimité du couple, ça peut, dans certains cas, l'intimité du couple peut être chamboulée par la présence d'un enfant avec handicap. Je rencontre des familles qui ont des enfants autistes, qui ont des troubles du sommeil, ce qui est très fréquent chez beaucoup d'autistes. Et donc, un enfant qui a des troubles du sommeil, c'est un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui ne dort pas beaucoup la nuit. Et si un enfant ne dort pas beaucoup la nuit, il a besoin d'être sous surveillance. Et la plupart du temps, chez nous, c'est la maman qui va s'occuper de cet enfant. Et donc le papa se sent clairement préjudicié par le fait qu'il n'a pas son épouse avec lui la nuit. Donc ça peut clairement, dans certains cas, causer de sérieux problèmes au couple. Ok, ça peut clairement poser des problèmes au couple. Et un autre problème, là, bientôt, c'est déjà la rentrée des classes pour tous les enfants. Est-ce que les parents qui ont des enfants avec handicap peuvent aussi donner la chance à ces enfants de s'instruire? Oui, tout à fait. Déjà, les handicaps, il y a plusieurs catégories de handicap. Un enfant qui a juste un handicap moteur, par exemple, un enfant qui a une paralysie des jambes ou peut tout à fait, si les parents mettent à sa disposition un moyen de locomotion qui lui permette d'aller à l'école, un enfant qui a juste un handicap moteur, le problème ne se pose pas. Pour les enfants qui ont d'autres formes de handicap, en particulier que ce soit un handicap invisible de type autisme ou une déficience mentale, qu'on retrouve dans certains cas de ce qu'on appelle chez nous la trisomie 21 par exemple, ou des enfants qui ont juste une déficience mentale liée. Ces enfants peuvent tout à fait être scolarisés. Il existe de plus en plus de structures, même ici en RDC, qui prennent en charge ces enfants. Et j'aime bien, j'en fais très peu, mais je vais faire un petit peu de politique pour une fois. La Constitution de notre pays prévoit la prise en charge de ces personnes. Et donc, même si ce n'est pas mis en application, les personnes avec quelle que soit la forme de handicap, ces personnes peuvent tout à fait et doivent d'ailleurs, je ne dirais même pas peuvent, doivent être scolarisées. Les écoles devraient faire de l'inclusion ou de l'intégration, à la limite de l'intégration, mais même si on préfère l'inclusion, mais les écoles devraient accepter tous les enfants avec handicap, quelles que soient leurs conditions. Ok, nous arrivons vraiment à la fin de ce numéro. Un message aux familles qui ne savent pas s'y prendre.
Mon plus gros message aux familles qui ne savent pas s'y prendre, c'est déjà la première chose, c'est de contacter des structures, et elles existent, qui peuvent les aider à mieux comprendre le handicap de leur enfant et à mieux le prendre, et qui peuvent les aider à mieux prendre en charge aussi ce handicap. Il existe des structures en RDC qui peuvent aider. Je recommande toujours aux parents de commencer déjà par un diagnostic quand c'est un handicap, que ce soit un handicap mental ou que ce soit une autre forme de handicap. Commencez d'abord par un diagnostic. Quand le diagnostic est établi, les psychologues peuvent aider les parents à mettre sur pied un programme de prise en charge des enfants en collaboration avec des écoles ou d'autres structures lorsque cela est possible. Mais j'insiste vraiment, n'hésitez pas à contacter l'émission pour avoir plus de renseignements, des numéros de téléphone. Si vous avez besoin de numéros de structures et d'écoles qui prennent en charge des enfants avec handicap, n'hésitez pas à contacter l'émission pour qu'elle puisse vous donner des renseignements à ce sujet. Ok, merci. Merci, madame, pour votre disponibilité. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre confiance que vous ne cessez de nous accorder. Madame l'a dit, vous pouvez contacter le numéro qui est sur le bas de votre écran pour en savoir un peu plus. Si vous avez un membre de famille qui a un handicap, vous ne savez pas comment vous prendre avec, contactez ce numéro, on peut vous orienter et on peut parler de vous à des structures qui peuvent vous aider. Entre-temps, portez-vous bien et nous nous reverrons la semaine prochaine. YouTube, Vie de famille. Merci. Bye. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi.